Salut l'équipe, c'est le Général D. J'espère que vous allez bien et que les choses se passent comme d'habitude. Je suis avec mon gars, l'homme que l'on nomme Black, qui est devenu, comme on vous l'a dit, un Laker ces derniers temps. Comment tu vas, mon gars? Bon, déjà, faut changer l'introduction là. Il faut renouveler ça et arrête de prendre tes rêves pour des réalités là. Parce que bravo les Lakers, vous avez fait un grand coup. Enfin, on vous a fait encore un cadeau une fois, Cadeau encore une unique. fois. Mais c'est pas pour autant que je vais passer de l'autre côté, hein. D'ailleurs, je vous souhaite une belle victoire, une belle défaite, pardon, au premier tour des playoffs. Oh, j'espère que ça va le faire pour vous aussi en playoff. Sinon, dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. De quoi on va parler, quel est le sujet et profitez les gars. Alors, nouveau sujet, un sujet vraiment pas attendu, mais intéressant pour toute une génération. Enfin, intéressant. On va essayer de le rendre intéressant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est Tim Duncan. C'est pour ça que je vous parle d'intérêt. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on a eu longtemps du mal avec le joueur, dans le sens où c'est pas le joueur le plus excitant de l'histoire ou quoi que ce soit, mais quand même, lui donner son mérite pour ses succès et pour sa domination dans les années 2000. Et du coup, nous, en parlant entre nous, on s'est posé la question, est-ce que ça serait pas Tim Duncan en fait le vrai king des années 2000? On va dire même le king de sa génération. Parce que c'est vrai qu'on positionne souvent Kobe dans cette position, voire pour certains le Shaq. Et d'autres un peu plus jeunes vont dire non, mais c'est LeBron. Nous, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas Tim Duncan, malgré sa discrétion et son humilité, qui serait le vrai king des années 2000? On n'est pas en train de dire que c'est le cas, mais le but de cet épisode, c'est de se poser la question et d'essayer de voir s'il a vraiment les arguments pour se positionner, enfin pour être couronné comme le vrai boss des années 2000. Ok, ok. Bah, déjà, pour commencer, on va présenter un petit peu le joueur pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Dis-nous tout, hein. Ouais, alors c'est très important de commencer par le commencement, on va dire. Le commencement pour Tim Duncan, c'est Saint-Croix, aux îles Vierges américaines. Alors comme moi un peu, je pense, vous allez vous demander c'est où les îles Vierges? Les îles Vierges, c'est des îles dans les Caraïbes qui appartiennent aux États-Unis. Donc du coup, de ce fait, il est américain, mais en fait, c'est un peu un chimal en fait, Tim Duncan. Mais bon, on vous l'aurez compris, en fait, ça se voit aujourd'hui avec son style. Donc Duncan, il est né en 76, comme je disais, aux îles Vierges. Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'il a commencé pas par le basket, mais par la natation, au point où il se voyait même au JO, mais pour la natation pour le coup et pas pour le basket. Malheureusement pour lui, il y a eu un ouragan en 1989, si je dis pas n'importe quoi, qui a ravagé un peu les îles Vierges et qui a détruit justement la seule piscine qui était à disposition. Et c'est à l'âge de 14 ans que Duncan s'est tourné vers le basket. Chance pour lui, il était très doué au basket aussi, donc ça lui a permis de faire carrière. Enfin, avant de faire carrière, déjà de signer à l'université de Wake Forest, où il a fait 4 ans, où déjà il s'était déjà annoncé comme un joueur très discipliné, très mature et très, on va dire, loyal, on va dire, vu qu'il a fait ses 4 ans d'université, ce qui était rare déjà à l'époque. Et c'est ce qui a poussé les Spurs à le prendre au premier choix de la draft en 1997. Donc, en fait, pour remettre un peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on se demande mais comment les Spurs ils ont eu le premier choix de draft, ceux qui connaissent l'histoire et ils se souviennent, il y avait David Robinson qui était L'amiral. ouais, l'amiral qui était très chaud et qui dominait à son poste et qui était très chaud dans la conférence Ouest à l'époque. Simplement, dans la saison 96-97, il s'est blessé. Il avait joué que 6 matchs. Donc, vous vous en doutez, les Spurs, ils ont été très mauvais sur cette saison et ça leur a permis d'obtenir le premier choix de draft qui s'est converti en Tim Duncan et qui a permis aux Spurs de créer un duo historique entre David Robinson et Tim Duncan, pour ceux qui connaissent les Twin Towers. C'est là un petit peu que tout a commencé. Robinson, qui était un petit peu, on va dire, si on peut le dire comme ça, bien que ses stats, elles étaient stratosphériques sur le déclin. C'est ce qui a permis à Tim Duncan un petit peu d'éclore et de montrer son plein potentiel. Parce que faut pas oublier que le mec prend le titre de rookie de l'année. Ouais, il a fait des belles stats, hein. Ouais. 21 points, 12 rebonds, 2,5 contre. 2,5 contre. Ouais, voilà, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Peut-être aujourd'hui, on peut banaliser un peu ce genre de stats, mais faut pas oublier qu'à l'époque, avec tous les joueurs qu'il y avait à l'intérieur, c'était beaucoup plus difficile d'exister, notamment avec un jeu beaucoup plus fermé, avec moins de spacing et le tir à 3 points. C'était pas quelque chose d'aussi rentable d'aujourd'hui. Ça existait quasiment pas. Et c'est pas Duncan qui en prenait. Donc, Ouais, c'est ça, hein. En parallèle, on peut voir il fait une vraie saison, une saison très solide pour un rookie. Tout se passe bien pour lui. Malheureusement, je crois qu'il s'arrête au premier. Je crois qu'en playoff, ils se font sortir. Quelque chose qui a été aussi difficile à vivre pour Tim Duncan.
chance pour lui lors de sa deuxième saison rookie, de sa deuxième saison NBA. On peut voir que c'est là qu'il gagne son titre. Ouais, c'est le premier titre dès sa deuxième saison. Chose assez rare quand même, en sachant qu'il finit MVP des finales aussi. Bon, pour certains, il y a une astérix à mettre sur ce titre parce que c'était lors d'une saison raccourcie, notamment à cause du lockout. Donc, il me semble qu'ils avaient joué une trentaine de matchs et derrière, ils avaient eu un format assez spécial pour les playoffs. Donc, les Spurs avaient gagné contre les Knicks, des Knicks qui étaient affaiblis aussi. Patrick Ewing s'était blessé durant la campagne. Donc, du coup, on va dire, ils ont affronté une équipe Knicks qui n'était pas en pleine puissance. Mais tout ça pour revenir rapidement sur le palmarès de Tim Duncan. Donc, 5 titres NBA en 99, 2003, 2005, 2007 et 2014. Donc, sur 3 décennies différentes. Déjà, ça en dit beaucoup. Ouais, très. 2 fois MVP de la saison régulière, 2 années consécutives en plus, en 2002 et 2003. Et je mets vraiment un point d'exclamation sur ça, dans le sens où on se rend compte que des joueurs comme Kobe, Shaq, Kevin Garnett, Iverson ont joué dans cette époque et chacun n'a réussi à prendre... Ouais, Dirk ont joué dans cette époque et chacun, sur cette décennie, n'a réussi à prendre qu'un seul titre de MVP. Duncan et Steve Nash derrière. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais ce sont les seuls qui ont réussi à prendre le MVP consécutif sur cette décennie. Quand on sait tous les joueurs qu'il y avait à cette époque et la compétition qu'il y avait pour être MVP en fin de saison, je pense que c'est quand même remarquable et ça en dit beaucoup sur la domination de Tim Duncan. Il faut noter aussi qu'il était 3 fois MVP des finales, 15 fois All-Star, il a eu 15 sélections All-NBA et 15 fois dans la Team All-Defensive Team. Voilà, en termes de palmarès, c'est quand même un truc de malade. Et comme le général l'a dit tout à l'heure, rookie de l'année en 98, pour finir intronisé au Hall of Fame en 2020. Bon, l'idée, c'est pas de parler de la fin de sa carrière et faut revenir au commencement. Mais on voulait vraiment marquer, pour un peu établir le paysage, reparler de sa domination déjà dès son début de carrière et vous faire part de son palmarès pour ceux qui l'avaient oublié. Bah après, le truc, c'est que on peut voir aussi que son destin, il est étroitement lié à celui des Lakers. Lui, il arrive un an après Kobe. Kobe, il arrive en 96 en même temps que Shaq. Et on peut voir qu'il y a une rivalité qui s'installe entre les deux équipes, que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, une première élimination, tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du fait que Tim Duncan est arrivé à frapper très fort alors qu'on a eu un Kobe très jeune qui était un petit peu en retrait, mais on voyait son potentiel. C'est assez simple pour moi. Tim Duncan, si tu prends sa carrière, son histoire, c'est un peu l'anti-Kobe. La carrière de Tim Duncan, c'est l'inverse de Kobe. C'est-à-dire, comme tu le disais, t'as Kobe qui arrive en NBA, qui joue très peu, à qui on fait pas forcément confiance parce qu'il y a le Shaq, il y a d'autres vétérans dans l'équipe. Et Tim Duncan, lui, c'est tout le contraire. C'est dès qu'il arrive, son impact sur l'équipe, c'est limite dès qu'il est arrivé, du fait de la blessure de David Robinson et de sa maturité aussi, parce que contrairement à Kobe, Kobe c'est le gars qui fait pas l'université, donc il fait le lycée et il rentre directement en NBA, alors que derrière t'as Tim Duncan qui fait 4 ans à l'université, et même pour l'époque c'était quelque chose d'assez rare, parce que en général les joueurs faisaient 2-3 ans à l'université et ils entraient en NBA, et lui il a fait ses 4 ans à l'université, donc il arrive déjà mature, il arrive déjà hyper complet, hyper fiable, et on le voit parce qu'il a son impact directement sur les Spurs. Pour rappeler que parmi les stats ou les faits incroyables pour la carrière de Tim Duncan n'a jamais raté les playoffs. Il a fait toute sa carrière aux Spurs, toute sa carrière, il a fait les playoffs. Et au-delà de ça, sur la décennie, sur la période, sur les années 2000 et même avant ça, il est à 70% de victoires sur la saison régulière. Donc, en termes de régularité, en termes d'impact, c'est un truc de malade. C'est pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui. On se dit, mais en fait, est-ce que c'est pas lui le joueur le plus dominant de sa génération? Parce que personne d'autre n'a ça. On se souvient des années de Kobe où il a galéré quand Shaq est parti. On se souvient aussi qu'en début de carrière, Kobe, c'était pas le joueur le plus dominant non plus. Et quand tu compares, même le Shaq, tu vois, parce que c'est l'autre joueur aussi dont on pourrait parler en termes de domination. Le Shaq, t'as 3-4 années avec les Lakers où il détruit tout. Et après ça, il arrive à Miami, c'est déjà une deuxième option. Et le reste de sa carrière, c'est mieux qu'on en parle, quoi. Mais est-ce que le manque de constance, ou plutôt le fait que le front office ait su toujours bien épauler Tim Duncan, être capable de lui apporter les joueurs qu'il faut à des moments T, et que Duncan aussi c'est un joueur très intelligent, il a toujours su laisser les autres s'exprimer, malgré que ce soit un joueur qu'on peut dire un peu timide, un peu en retrait, mais il faut pas oublier que à leur arrivée, comme par exemple Tony Parker l'a dit, Duncan lui a pas adressé la parole pendant un an, donc ce côté tueur il l'a toujours eu. Mais est-ce que c'est pas plus le fait que l'entreprise elle soit beaucoup plus stable, que c'est plus facile d'exister
aux Spurs que d'exister aux Lakers. Pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les Spurs, c'était pas ce que c'est aujourd'hui avant l'arrivée de Tim Duncan. Donc, ok, il y avait l'amiral et c'était déjà une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, mais c'était pas non plus, déjà, c'était pas une dynastie. C'était pas une dynastie, ils avaient pas gagné de titre. Et tout a changé à partir du moment où Tim Duncan est arrivé dans cette franchise. Bien sûr, il y a l'héritage de Popovich, enfin, il y a la présence de Popovich et son impact, mais tous les succès, les grands succès des Spurs sont liés à Tim Duncan. Et on a vu ce qui s'est passé quand il a pris sa retraite d'ailleurs. Ils ont commencé à avoir des saisons négatives au point d'avoir Wemby en premier choix de draft, tu vois. Donc, on peut dire, ouais, la stabilité de la franchise, mais la stabilité de la franchise, elle repose sur un personnage, et ce personnage, c'est Tim Duncan. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis d'accord, mais le fait que tout soit lié, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Le fait qu'il ait pu jouer avec aussi un joueur comme Tony Parker, si je me souviens bien, après John Stockton, c'est le duo qui a fait le plus de matchs ensemble. Donc, c'est quelque chose Ouais, de pas... t'as Stockton et Malone, et ensuite c'est Parker et Duncan. Ouais, mais encore une fois, tu vois, est-ce que Tony Parker, ça devient le joueur qu'il a la carrière qu'il a s'il joue pas avec Tim Duncan? Et je te parle pas de ses capacités, tu vois, je suis pas en train de dire que Tipeee, il était pas bon, quoi que ce soit, mais je te parle de, comme tu le disais tout à l'heure, l'intelligence de Tim Duncan pour aider un joueur comme Tipeee à grandir et lui laisser à un moment les clés de la franchise quand il le fallait pour qu'il puisse s'exprimer et atteindre son plein potentiel. Et c'est pareil avec Ginobili, c'est pareil avec Kawhi sur la fin. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment l'anti-Kobe, c'est que Kobe, pour exister, tout devait passer par lui. Au point où, malgré les victoires et malgré les succès qu'ils ont eus, il a préféré que chaque se barre des Lakers pour pouvoir prouver au monde qu'il était capable de gagner tout seul. Tim Duncan, c'est tout le contraire. On a construit quelque chose avec une équipe, avec Ginobili, avec Tony Parker, qui sont pas forcément des joueurs qui sont arrivés avec un statut particulier, mais on a construit quelque chose et on a conservé cette chose jusqu'à la fin. Ah, mais c'est plus facile pour un joueur comme Tim Duncan d'être capable d'être intégré par David Robinson qui, lui, a laissé Duncan s'exprimer. Mais quand tu arrives dans une franchise en même temps que le Shaq, et on savait que le Shaq c'était qui en provenance des Magic, c'est difficile d'exister. Les deux, ça a toujours été un duo qui cohabite ensemble sans pour autant s'apprécier entre le Shaq qui est un tueur mais aime faire un petit peu le clown et le Superman et être sérieux quand il faut, un peu le contraire de Dwight Howard, alors que un Kobe, il a toujours été sérieux et a vu un potentiel immense en le Shaq. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation, comme tu dis, c'est l'anti-Kobe, mais c'est difficile d'exister quand tu as un joueur aussi dominant que le Shaq. Ah, je suis pas d'accord avec ça parce que si tu regardes le tripit des Lakers, c'est justement le moment où les deux, ils ont réussi surtout en playoff, où ils ont réussi à avoir une osmose, on va dire, parfaite. Parce que sinon, tu fais pas un tripit comme ça. Non, c'est clair. Et quand t'entends Shaq parler, il le dit clairement, le plan, il était clair. Je domine pendant les 3 premiers quarts-temps, 4e quart-temps, quand ça commence à faire des fautes, etc. Ouais, mais c'est cover de Kobe. Ça, Chacal, c'est quand après, il y a eu les réconciliations. Non, on peut pas dire ça parce que, en fait, on a vu le truc. On sait tous. Il y a plein de gens qui essaient de nous faire croire que Kobe, par exemple, il avait pas de stats. Kobe, à partir du deuxième titre, il tourne à 26, 28 points en playoff, tu vois. Donc, t'as un gars, t'as Shaq qui détruit tout, qui tourne à plus de 30 points, qui prend des 15 rebonds par match. Forcément, tu lui donnes l'MVP. Y a rien à dire. Mais t'as Kobe derrière, il a plus de 25 points par match. Ouais, mais regarde, la cohabitation, elle s'est faite. Et ça, pour moi, c'est un petit peu quelque chose aussi qui fait tâche dans le fait que Duncan, on attribue plus ce rôle-là à Kobe qu'à Duncan. Quand on voit la corrélation qu'il y a entre les deux, les embrouilles qu'il peut avoir, cette stabilité-là, elle était beaucoup plus représentée aux Spurs. Après, ça, mais même ça, tu vois. Parce que, encore une fois, nous, on est français, donc on a suivi ça. Mais il y avait des histoires bizarres dans les vestiaires des Spurs aussi. C'est juste que dans le traitement médiatique, c'est San Antonio, c'est les Spurs. Et même en termes d'organisation, les Spurs, ben, c'est les Spurs, tu vois. Donc, les choses, elles sont mieux conservées, on va dire, elles sont mieux gardées, on fait pas de scandale. Mais on sait tous qu'il y a des histoires notamment des histoires de tromperie entre les femmes et certains joueurs, etc. Et ça a été géré, de façon assez discrète. Pareil avec le divorce de Duncan. Il a divorcé, ça en parlait un peu, mais jamais lui, il en a fait plus que ça. Ça a toujours été assez discret. Contrairement à ce qu'on voyait, par exemple, tu dis des Lakers, quand Shaq, il a eu ses histoires d'infidélité, etc., ça a explosé, ça fait des histoires, et même Kobe, il était mêlé à tout ça. C'est normal, le Kobe, là, ça donne des informations comme ça en pleine émission. Ça, c'est ce que les gens disent. Enfin, je sais, tu vois, c'est une partie qui m'intéresse moins des Lakers, mais voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu des drames, enfin, il y a eu du drama, il y a eu des histoires dans les vestiaires des Spurs, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est juste la façon dont ça a été traité et conservé, elle est différente. Et je pense qu'encore une fois, le leadership silencieux et discret de Tim Duncan fait la différence par rapport au côté extravagant de Shaq ou même de Kobe dans un sens. Ouais, là, il y a une question qui me vient en tête.
Quand on pense aux années 2000, on parle souvent du boss, de qui a été le plus productif. On sait que c'est l'un des deux. Pour autant, Kobe, ça peut être l'anti-Duncan, mais quand on pense à ses oppositions directes, au début de la carrière de Duncan, c'est pas lui qui devait affronter, on va dire, directement Tim Duncan. Tu penses poste par poste. Ouais, c'est vrai que moi, quand je parle de rivalité et quand je passe au rival, au vrai rival de Tim Duncan, le premier nom qui me vient en tête, c'est Kevin Garnett. Ouais, Garnett, je suis d'accord Ah, avec mais toi. c'est pareil. C'est que, en fait, quand tu vois Tim Duncan, il arrive dans un petit marché, dans une petite franchise. Donc après, il a la chance d'être avec Greg Popovich et d'avoir une certaine stabilité. OK. Mais je pense que la stabilité s'installe aussi grâce à Tim Duncan. Parce qu'en vrai, Kevin Garnett avec Flip Saunders, c'est un bon coach. Il était assez stable aussi. C'est juste que ça n'a pas marché. Ils ont eu des belles années, mais ils n'ont pas gagné. Minnesota, c'est aussi un petit marché. Ouais. Peut-être pas aussi petit que les Spurs, mais au niveau du palmarès, quand on regarde le palmarès de Duncan et le palmarès de Garnett, bon, quand on enlève les bagues, parce que Garnett, il a un titre de MVP, je crois. Ouais, il a un MVP. Duncan, il en a 2. Garnett, par contre, je sais qu'il a le titre de défenseur de l'année. Il a été meilleur défenseur de l'année. Meilleur défenseur de l'année. Quand tu regardes les stats de Garnett, elles sont quand même hallucinantes. Et même pour aller un petit peu... C'est comparable. Mais derrière, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre aussi le succès collectif. Tu vas prendre l'impact qu'il a eu sur une équipe. Donc, je suis pas en train de dire que Kevin Garnett, il a pas eu un impact sur Minnesota. On sait tous que cette franchise, c'est très difficile de gagner là-bas. On le voit aujourd'hui avec Anthony Edwards parce qu'ils prennent des décisions qu'on ne peut pas expliquer. Mais les faits sont là, en fait. OK, Kevin Garnett, c'est les rivales de Tim Duncan et leur confrontation, moi, je kiffais les regarder parce que Kevin Garnett, ça se voit qu'il avait vraiment un truc. Et Duncan, même s'il parlait pas, on voyait que c'était un match important pour lui. D'ailleurs, c'est le genre de confrontation qui nous manque aujourd'hui. Mais au final, quand tu fais les comptes, il n'y a pas photo. Après, ça ne veut pas dire que tu peux pas préférer ou penser qu'individuellement, Kevin Garnett, il était meilleur. Mais en vrai, quand tu fais les comptes, et c'est pour ça que pour plein de gens, le meilleur poste 4 de l'histoire, c'est Tim Duncan. Et c'est difficile d'être contre cet avis. Même si toi, je sais, tu vas me dire, tu préfères Kevin Garnett, mais tu peux le préférer. Il y en a d'autres qui vont dire, je préfère Nowitzki. Et d'ailleurs, ça fait partie des rivaux de Duncan sur cette période, ce qui est un truc de malade quand même. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour en revenir à Dirk, j'ai l'impression que le Dirk, c'est un peu un mélange des deux. Le mec, il est capable d'être discret, mais en termes de scoring, en termes de représentation, quand on voit, par exemple, ça aussi, ça fait partie du fait que on peut déterminer qui est le GOAT de cette décennie. Duncan, il a aussi, c'est sa personnalité, mais le fait de pouvoir inspirer les joueurs. Quand tu vois un Dirk qui est, on dirait limite, plus effacé même que les deux autres, mais en termes de reprise de mouvement, en termes de scoring, Dirk qui fait quand même partie du cercle très fermé de ceux qui ont mis 30 000 points dans leur carrière. Il a fait son petit chemin tranquille et son titre sur Miami, il reste incroyable. Ouais, c'est historique. Mais c'est un titre. Alors que derrière, tu as Duncan qui en a gagné 5. 5 sur 3 décennies différentes. Pour moi, tu peux pas comparer ça, en fait. Donc, je donne la valeur au titre de Dirk. Et d'ailleurs, son équipe, elle était un peu construite comme celle des Spurs, on va dire, avec beaucoup de polyvalence. C'était pas forcément une équipe de superstars, etc. Mais Duncan, il a créé une dynastie comme ça. Il a pas créé juste une équipe championne. Il a créé une dynastie sans avoir je vais pas dire de Hall of Famer parce que Ginobili et Tipeee, voilà. Mais en vrai, je pense que c'est plus Tim Duncan qui en a fait des Hall of Famers qu'autre chose. Et encore une fois, c'est pas leur capacité que je remets en question. On sait tous que l'endroit où tu vas atterrir et l'opportunité que tu vas avoir en NBA, ça va déterminer un peu ta carrière. Oh, ça veut dire que quand le Shaq, il a dit dans le podcast dans son podcast avec T-Mac, sans Duncan, les deux, ils auraient pas eu une grande carrière. Je vais pas dire ils auraient pas eu une grande carrière, mais encore une fois, marquer 15 points ou 20 points par match si tu veux pendant 10 ans à Charlotte et faire 3 fois les playoffs, ça fait pas de toi un Hall of Famer. Donc, encore une fois, je remets pas leurs compétences ou leurs capacités en question. Je dis juste que l'opportunité que tu as en NBA, la chance que tu as de jouer dans une bonne équipe ou dans un bon environnement, ça change tout dans une carrière. Et c'est pareil pour Ginobili, pour qui tu veux, en fait. Parce que même Duncan, là, sauf s'il arrive et il signe à Charlotte. Est-ce qu'il aurait réussi à retourner Charlotte? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Mais est-ce que tu peux enlever le fait d'avoir un Tony Parker aussi constant, aussi fiable? Parce que avoir joué autant de matchs... Mais il avait gagné sans eux. Il avait gagné en 98. Bon, ok, on peut remettre l'astérix, mais il avait déjà gagné sans eux. Ouais, mais sur la longévité, c'est quand même quelque chose qui est très important d'avoir un meneur
sur qui tu sais que tu peux Et compter. Comme Stockton et Malone, les deux vont ensemble. je suis d'accord avec toi. Mais Tim Duncan ne va pas sans Tony Parker et même pour aller plus loin, Ginobili. Après, je sais que Duncan, ça reste un joueur incroyable. Hein. Je remets pas non, mais le truc. Hein. on est d'accord sur ça. Mais ce que je dis, c'est que si Ginobili et Tony Parker ont pu avoir, c'est grâce à Duncan. Duncan a déjà gagné sans Ginobili et Parker. Ouais, Est-ce que Tony Parker et Ginobili ont gagné autre chose? Oui, à part en équipe nationale. Est-ce qu'ils ont gagné autre chose de leur côté en NBA tout seul? Non. Est-ce qu'on dit, si demain je te dis, ouais, je retire Tim Duncan de toutes ces équipes, des équipes qui ont été championnes de la dynastie des Spurs, est-ce que tu penses qu'ils vont gagner? Je pense pas. Maintenant, si je suis honnête avec toi, est-ce que je pense que tu retires Tony Parker ou Ginobili de l'équipe des Spurs? Est-ce qu'ils ont des chances de gagner? Moi, je te dirais que oui. Parce que à la différence de ça, et puis même pour D'ailleurs, je te dis ça, mais si tu repenses à la finale de 2013, tu retires Ginobili, les Spurs, c'est une bague de plus. Je suis désolé. Non, lui et Danny Green, là, c'est eux qui ont fucked up le truc. Il faut plus parler Tu de vois, ça. donc Ça je a suis désolé. Non, ils ont traumatisé fucked up certaines le gens. truc. Ils Non, ont j'avoue. fucked up le truc. Donc grâce à eux, LeBron, il peut leur dire merci, mais ils ont fucked up le truc. Donc ouais, pour moi, Tim Duncan, c'est vraiment la pierre angulaire et c'est celui qui a permis à Popovich même, à Tony Parker et à Ginobili d'avoir la carrière qu'ils ont eue. C'est pareil, tu peux pas enlever Tim Duncan à Popovich. C'est pareil. Je trouve que même le trio, le quatuor, il est tellement parfait en termes de gestion d'équipe, gestion d'image, être discret, être capable de faire les trucs. C'est comme si c'était une famille. On règle Ouais. notre linge sale ensemble. Et voilà, Ah non, contrairement. mais je suis d'accord avec toi. C'était l'harmonie parfaite, c'était l'assemblage parfait. Contrairement aux Lakers où c'est très compliqué, même déjà on parle de tout ça, la rivalité la plus proche pour les Spurs, si on veut parler vraiment de rivalité, c'est même pas vraiment les Lakers parce que je sais qu'ils ont affronté autant de fois les Suns, même s'ils les ont tapés, je crois qu'ils les ont affrontés 5 ou 6 fois. Ils les ont tapés, les Suns, ils ont gagné qu'une série En contre eux. playoff, tu parles? Ouais, en playoff. Et D'ailleurs, ils ont pas des bons résultats en playoff contre les Lakers, donc faut pas. non, mais après, c'est ça aussi. Je pense que Ouais, ça mais en fait. même temps, personne n'avait des bons résultats. Personne n'avait des bons résultats en playoff face aux Lakers de 1999 à 2004. Bah, après, c'est une fatalité en soi, mais ça fait tâche un petit peu même si il est dans l'ombre, le fait que Kobe, on va dire, a toujours su prendre l'ascendant sur Duncan. Calme-toi. C'est pas Kobe a pris l'ascendant. Non, mais Kobe et Shaq. Et Shaq. Mais en même temps, oui, mais c'est important. Il faut rajouter le et Shaq parce que c'est pas Kobe tout seul, il a tapé Tim Duncan. Kobe et Shaq. Et quand t'as Shaq, ce Shaq-là, bah ouais, tu vas gagner en vrai, tu vois. Tant que Shaq, il voulait gagner, il aurait gagné. Surtout avec Kobe, c'est juste qu'à un moment, les mecs n'en pouvaient plus et ils ont fait n'importe quoi. Donc, même ça, je vais pas dire, je lui trouve des excuses, mais en vrai, ils ont fait un tripit, c'est pas pour rien, les gars. Ils étaient intouchables. Donc ça, je peux pas truquer. Mais après, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au Suns. C'est un peu l'histoire un peu oubliée. Mais moi, je me souviens assez vivement de ces séries. On se souvient de la bagarre qu'il y avait eu avec les expulsions par rapport aux joueurs qui étaient rentrés sur le terrain. Je crois que c'est même là ils avaient créé la règle que si tu rentres sur le terrain, Ouais. si tu sors du banc pour rentrer sur le terrain. Et d'ailleurs, ça avait joué grave sur les résultats derrière. Mais c'est vrai que cette rivalité, elle était pas mal. Et on oublie Stud. Stud, il était chaud. C'était mon gars, moi. Ouais, Stud, il était chaud. C'est marrant parce que tu vois, quand on parle de rivalité, il y a les Suns et justement, il y a cette nouvelle génération qui commence à arriver et qui commençait à imposer aussi, enfin, qui commençait à s'imposer comme les nouveaux kings du game, tu vois. Donc, t'as la rivalité avec Phoenix qui était intéressante et que les Spurs ont assez bien géré. Et derrière, t'as la rivalité qui commençait à s'installer avec LeBron. Parce que finale 2007, bon, c'était un sans faute 4-0, il n'y a pas eu de truc. Mais derrière, 2013, 2014, c'est plus Cleveland, c'est Miami, mais c'est encore LeBron. Et on peut parler de ça, on peut parler d'une rivalité, même si c'est pas une rivalité directe avec LeBron, surtout sur la fin de carrière de Duncan, mais quand même, c'est un gars que tu as retrouvé 3 fois en finale et sur lequel, même avec LeBron, nouvelle génération, beaucoup plus jeune, t'as un bilan plutôt positif. Bah après, 2 victoires, 1 défaite. Est-ce qu'on peut dire vraiment c'est une rivalité parce que à ce moment-là, est-ce que Duncan, et j'emploie vraiment les guillemets, hein, vraiment les guillemets, on va dire qu'il était sur le déclin. Ouais, mais ça restait la pierre angulaire de l'équipe, tu vois. Ça restait encore le gars le plus important, ça restait le meilleur défenseur, ça restait c'était
C'était Duncan. Sur, Donc après, offensivement parlant, et c'est toujours ça c'est toujours ce qui est récompensé, il avait pris un peu un step back, et je pense que ça fait encore partie de son intelligence émotionnelle, son intelligence, son leadership. C'est qu'à un moment, tu vois que Tony Parker, ça devient l'un des meilleurs joueurs de la ligue, l'un des meilleurs meneurs. 2007, c'est son moment. Donc pourquoi tu vas chercher à faire des batailles d'ego parce qu'en 2007, il était encore capable de prendre un titre d'MVP des finales. Mais si tu sens que tu pilles les shows, vas-y, tiens, prends tes trucs. Et voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit de lui demander parce que là, on parle vraiment de GOAT de génération, celui qui est censé représenter le tout, que ce soit scoring, défensif, leadership, attaque, tout ce qu'il faut. À ce moment-là, c'est peut-être le leader sur l'image de l'équipe, mais de voir un Tony Parker ou même un peu plus tard, un Kawhi, il arrive. Bon, après, c'est difficile de dire ça parce que Kawhi, voilà. Mais alors que, à contrario, de l'autre côté, Kobe a tout fait pour expulser le Shaq et montrer au monde entier qu'il était capable de le faire. Et on lui a ramené Gasol pour pouvoir le faire. Et c'est devenu, à partir de ce moment-là, vraiment le Mamba qu'il est devenu par la suite. Question pour toi. Kobe, combien de fois il était MVP des finales? 2 fois. Duncan? 3 fois. Si on parle de GOAT de cette génération, même en prenant du recul et en laissant un peu plus de place à Kobe, il y a toujours ce débat-là parce que tu dis en fait, même en faisant ça, en étant plus altruiste, le gars, il a quand même 3 titres de MVP des finales. Sur la génération, sur cette période-là, qui a mieux que personne? T'as le Shaq qui est pareil. T'as le Shaq qui a 3 MVP des finales aussi. Sur le tripit, c'est lui qui prend mais c'est le seul. Donc en vrai, c'est pour ça que je te dis que on oublie et on dit, on a tous couronné Kobe et peut-être à juste titre, mais si tu regardes de plus près, tu regardes les chiffres, tu regardes juste le pourcentage de victoires de son équipe. Et attends, t'as une équipe qui a 70% de victoires et qui va en playoff toutes les saisons. Ça, c'est un truc de malade. Ensuite, tu te rends compte que c'est la meilleure dynastie sur la période. Enfin, la meilleure dynastie, non. Il y a un débat avec les Lakers, c'est vrai. Parce que les deux, ils prennent 5 titres sur la période. Mais en vrai, c'est un truc de malade. Et pour moi, qu'on n'en parle pas ou qu'on fasse genre Tim Duncan, c'était juste... en gros, c'est juste le meilleur poste 4. Non, c'est pas juste le meilleur poste 4. Sur sa génération, c'est peut-être le meilleur joueur de sa génération. Et la question, elle se pose sincèrement. Non, pour moi, la question, elle se pose sincèrement, mais après, ça va jouer dans les détails. Peut-être que c'est vrai, Shaq, il en fait partie. Dans tous les cas, c'est pareil. Tout comme... Shaq a un problème de longévité. Shaq, il joue sur 2 générations. Il joue sur la génération des années 90 et après début 2000. Et ensuite, après, il est éteint, tu vois. Mais c'est vrai que sa domination est tellement puissante sur le début des années 2000 que tu as envie de le dire lui. Mais pareil, comment Tim Duncan, il prend deux titres de MVP, Shaq, il n'en a qu'un seul. Feignant. Boug, il est feignant. Dans ce cas-là, est-ce que le mot feignant, il peut s'associer à GOAT d'une génération? Non, mais... Parce que déjà, Shaq aurait dû être GOAT tout court. Dans un débat GOAT tout court. Parce qu'il a des bagues, contrairement à Wilt, et il aurait dû avoir tous les records, tous les MVP, sauf que voilà. Il a fait ce qui était suffisant pour gagner et il s'en est contenté. Pour moi, Shaq, tu peux pas le dissocier de Kobe, tout comme Duncan, tu peux pas le dissocier de Tony Parker. Maintenant, quand tu commences à regarder ce que l'un a fait et ce que l'autre a fait, dans la discrétion et dans la globalité, qui a inspiré qui aussi, il faut voir. Duncan, est-ce que tu peux te référer à lui? Un mec comme Kevin Garnett est beaucoup plus représentatif de la nouvelle génération. Aujourd'hui, nous, on en parle parce que c'est quelque chose qui nous a marqué. Et puis même quand on regardait Tim Duncan, monsieur fondamentaux, son style de jeu, il est énorme. Son shoot contre la planche, sa fin de shoot, il te fait sauter Al Jefferson. Tu dis autre chose. Je pensais que tu allais dire son style de jeu, il est rincé. Tu me dis, il est énorme. Après, non, en vrai, son style de jeu, il est soporifique. Il est hyper efficace. Mais c'est moche. C'est pas le gars que tu prends le plus de plaisir à regarder jouer. Et quand tu regardes le basket, quand t'es jeune, tu te dis pas, je vais jouer comme Tim Duncan. Voilà. Enfin, je connais pas beaucoup de personnes qui se sont dit, je m'identifie à Tim Duncan. Donc c'est vrai que, mais après ça, tu vois, là, on vient sur des choses subjectives, pardon. Et c'est là que le débat, il est un peu plus ouvert et qu'on se dit, ouais, c'est vrai que si on cherche le gars qui a inspiré toute une génération, c'est Kobe. Il a le palmarès, il a les victoires. Donc forcément, tu te dis le GOAT, c'est lui, de cette génération en tout cas. Mais si tu retires cet aspect, Tim Duncan, il a de vrais arguments en vrai. Pour moi, je suis d'accord, mais tout ça, c'est pas dissociable. À partir du moment où tu commences à rentrer dans ce genre de catégorie, tous ces petits éléments-là, ils rentrent en compte. Quitte à affronter, bon après c'est vrai qu'à son poste c'est difficile. Hein. Duncan, il a affronté Webb, Stoud, Rashid. On peut compter aussi à l'intérieur quand tu te frottes contre Dirk, des Twins. T'as des jeunes Dwight Howard qui arrivent, t'as Pau Gasol, ouais. Gasol aussi. Même les séries contre Memphis.
Les séries contre Memphis avec Zibo, tout ça. Les séries contre les Clippers d'Elton Brand. Il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Même un mec comme Kylian Martin, tu vois, genre sur son début de carrière, c'était premier choix de draft et tout. C'est Bah, Utah aussi, il y avait Al Jefferson et le Boozer à un moment Ouais. aussi, Carlos Boozer, tout ça. Donc non, il y a eu du monde et au final, quand tu regardes tous ces noms, celui qui aura tout en haut de la montagne, là, tout en haut de la falaise, c'est Duncan. Ouais. Sur ce poste en tout cas, sur Non, ce poste et sur ses confrontations. Sur ce poste, bien sûr, bah, parce que si tout le monde lui donne son respect, c'est parce que le mec, il était discret, mais il te kill à petit feu. Tu penses qu'il va, son toucher de balle, il est tellement extraordinaire que t'as l'impression qu'il fait juste jeter la balle, mais tu vois, ça rentre, tu te dis, mais comment il fait? Et je pense qu'il y en a, ils ont dû en faire des cauchemars. Mais pour moi, il lui manque quand même le côté inspirant de vouloir être suivi, de montrer de vouloir montrer aussi que c'est le patron et et tout le monde te reconnaisse vraiment comme tel. Est-ce que tu as besoin de le montrer quand tu l'es vraiment? Dans le sens, est-ce qu'il y a un gars aujourd'hui qui va dire non, Tim Duncan, il n'était pas ci, il n'était pas ça? Non, les gars, ils savent. Et la preuve, à la fin de sa carrière, les gens, il n'y a pas vraiment de débat sur c'est qui le meilleur poste 4. Il y a certains qui disent, ouais, Malone, ils pensent à Malone parce que Malone, Non. c'était l'un des meilleurs scoreurs, mais il n'a pas de bague. Donc, à la fin, quand les gens ils te disent le meilleur poste 4 de l'histoire, c'est Tim Duncan, c'est que le gars, c'était un patron, il n'avait pas besoin d'annoncer à tout le monde, je suis le patron. Parce que c'est le patron, tu vois. Pas besoin de l'annoncer quand tu l'es vraiment. Moi, je pense que le problème, c'est vraiment ce côté médiatique où c'est un gars très discret. C'est un gars, même quand il faisait des grosses perfs, tu les retenais pas forcément, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, on avait vu ça, sa perf en finale en 2003, quand il fait un quasi quadruple-double. Il a 21 points, 20 rebonds, je crois qu'il fait 10 passes et 8 contres. Ouais. Et c'est un truc de malade, sauf que même tu regardes le match, t'as même pas l'impression qu'il fait ça tellement il le fait de façon sobre. C'est plus ça le problème, alors que ouais, quand Kobe va te mettre un 40 points ou un 50 points sur la tête, ah ouais, crois-moi que tu vas t'en souvenir et tout le monde va s'en souvenir, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça le problème, c'est que même quand il fait des grosses perfs, c'est pas des perfs que les gens vont retenir. Je pense même pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont en souvenir justement le fait que Duncan, il a fait un presque quadruple-double en finale NBA. C'est juste un truc de malade. C'est le Game 6, je crois. Tout ça, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on se posait la question. On se disait, mais il y a trop de faits qui peuvent aller dans un sens, qui peuvent aller dans l'autre. Les deux fins de carrière, il y en a une qui est un peu plus compliquée que l'autre. Maintenant, c'est quelque chose, hein. Je sais qu'il y a eu la gestion des Spurs, etc. Mais en vrai, tu vois, de terminer, même s'il il a pris sa retraite 2 ans après, mais il gagne son dernier titre en 2014, il prend sa retraite en 2016. C'est pas mal quand même de se dire en 2014, je suis encore en finale NBA, je suis encore en train de me battre pour un titre. Alors que c'est vrai que Kobe, 2, 3 ans avant la fin de sa carrière, il y a eu les blessures malheureusement, mais d'être proches d'un titre. C'est pareil pour Kevin Garnett. Quand tu vois sa fin de carrière, on a tous l'image de Celtics et tout, ils ont gagné, etc. Mais après, sa fin de carrière, c'est les Nets, retour à Minnesota, voilà, tu vois. Donc, c'est différent. Et tu parlais d'inspiration, juste, je voulais revenir sur ça vite fait, mais quand on pense à l'inspiration, aujourd'hui, il y a des joueurs, je trouve, qui sont un peu similaires à Duncan. Alors, je dis pas qu'ils ont été inspirés par Duncan, mais si tu regardes un mec comme Jason Tatum, ce qu'on lui reproche, c'est les mêmes choses. D'être discret, c'est un leader silencieux, c'est pas un joueur, je vais pas dire hyper médiatique parce que quand même, il est dans toutes les pubs, etc. Mais c'est pas un joueur que t'entends parler tous les jours. Giannis, Jokic, enfin, les joueurs européens, c'est tous un peu l'ADN à la Duncan où je suis un leader silencieux, je fais mon taf et voilà, tu vois. ouais, mais je sais même pas. Après, je dis pas qu'il s'inspire de lui, mais c'est dans le style, ça ressemble un peu à ça. Et quand tu vois les Spurs, ils espèrent tous que Wemby, demain, ce sera peut-être pas un Tim Duncan bis, parce que Wemby, c'est Wemby, encore une fois, mais qu'il aura la même trajectoire. Moi, si je dois donner un argument en faveur de Tim Duncan, pour moi, c'est vraiment ce qu'il a réussi à créer à San Antonio. Et encore une fois, le fait qu'il ait créé une dynastie sur plusieurs décennies. Pour moi, ça, c'est un truc de malade. D'habitude, une dynastie, c'est on gagne 3 titres, 4 titres sur une période de 5, 6 ans. Et après, c'est bon, on est éteint, on passe à un nouvel ère. Et Duncan, en fait, gagne son premier titre en 1998, il gagne le dernier en 2014, avec plus ou moins le même groupe de joueurs. Donc, enfin, pas pour 98, mais à partir de 2003, avec quasiment le même groupe de joueurs, juste on rajoute des éléments un peu plus frais. Pour moi, ça, c'est un truc de malade. Donc après, je sais que tu vas me dire, ouais, Kobe, il a gagné en 2000, 2002, 2001, 2002, et ensuite il a gagné en 2002, en 2009, 2010, etc. Donc il y a des années de différence, mais pareil, il est venu, il a gagné 2 titres d'affilée, après c'était fini.
Son équipe a été plus compétitive. Alors que Duncan, il est resté compétitif tout le long de sa Bah carrière. après, ça va un peu avec le joueur que Kobe il est. Tout au long de sa carrière, le fait que dans les moments hauts, dans les moments bas, ça reste le joueur ultime qu'il est, parce qu'en termes de palmarès, c'est... Ah mon gars. Pour moi, il y a le même débat en termes de palmarès. C'est quoi la différence Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je dis. En termes de palmarès, choisir un palmarès à l'autre, maintenant, ça va vraiment se jouer dans les détails un peu plus, on va dire, extra-sportifs. Ouais, c'est le statut iconique, le statut de superstar que Kobe il a embrassé à 100% et que Tim Duncan y renie un peu. Donc je pense que ce qui fait la différence entre les deux aujourd'hui, pour moi, la différence, elle est plus à ce niveau-là, au niveau du style de jeu. Il faut dire la vérité, c'est toujours plus plaisant de regarder un Kobe Bryant que de regarder un Tim Duncan. Et c'est plus glorieux aussi de jouer pour les Lakers que de jouer pour San Antonio. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, San Antonio, c'est pas une équipe je rectifie. Les premières années de San Antonio, au début des années 2000, c'est pas une équipe que je kiffais regarder. Par contre, sur la fin, notamment quand ils ont mis la fessée sur la deuxième finale à Miami, et je dis pas parce que c'était contre Miami, parce qu'on me dira, nanana. Non, c'est juste le style de jeu. Le style de jeu, ils étaient en mode Barça, là. Ils étaient en mode Barça de Guardiola. C'était un délire. Le basketball Spurs, Oui, le en sport termes de basketball, passes, les remontées de base, ça fait seulement ouais. ça shoot à 3 points, ça pénètre, ça ressort, et au bout d'un moment, le joueur, tu vois un Bruce Bowen, tu sais pas pourquoi il se retrouve tout seul. Et avec Babac et tout, ce qu'il faisait avec Boris Dio. Ah non, mais c'était incroyable. Pour le coup, j'ai vraiment le souvenir de cette finale et jusqu'à attends, les joueurs d'élite, ils finissaient avec des crampes et tout, s'il te plaît. Tellement ils les avaient fait cavaler, il leur avait fait perdre la tête, ce joueur. J'ai l'image de LeBron. Après, ils avaient dit qu'il n'y avait pas la clim, etc. Mais j'ai l'image de LeBron qui sort du terrain avec des crampes tellement, alors qu'on sait tous que LeBron, c'est un monstre. C'est pas, tu vois, c'est pas LeBron qui va avoir un problème de cardio ou de physique, mais pour le coup, les Spurs, ils avaient réussi à leur faire des trucs de malade, quand même. Il avait pas dit, ouais, les Spurs, ils avaient fait exprès. Ouais, ils avaient sorti un truc comme ça, que les Spurs, ils avaient fait exprès de couper la clim et tout. Mais en vrai, s'il n'y a pas la clim, il n'y a pas la clim pour tout le monde. Tu vois. J'ai pas vu, moi, de joueurs des Spurs qui sont sortis sur crampe. Donc, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que quand on parle de style de jeu, quand on parle voilà, c'est vrai que moi, j'avais du mal avec le style des Spurs au début. Mais à la fin, franchement, sincèrement, je sais pas si j'ai vu une équipe jouer mieux au basket. Peut-être Golden State à un moment, mais bon, quand tu as Kevin Durant et Steph Curry et Klay Thompson et Draymond Green, et etc., c'est un peu plus facile que, voilà. Donc, et tu penses pas que c'est plus facile de trouver sa place dans une équipe comme les Spurs, comme Golden State, où tu sais que l'équipe elle est rodée, qu'il y a un coach qui est établi, qui sait comment faire tourner le truc. Après, on peut dire la même chose aux Lakers. Quand il y avait Phil Jackson, l'attaque en triangle, c'était plutôt rodé, avec Shaq en point d'ancrage. Après, ça passe avec Kobe et un Gasol, un Lamar Odom. Mais une fois que tout ça a pété, c'est compliqué. Alors que on sait que le système des Spurs, même si Duncan il était sur le déclin, ça lui permet quand même d'exister parce que le jeu il est beaucoup plus fluide. Alors que l'attaque en triangle, si t'as pas une pièce maîtresse qui est forte comme Shaq ou Kobe à leur prime, c'est compliqué. Je pense pas que le problème ce soit l'attaque en triangle, parce que justement l'attaque en triangle est faite pour que tout le monde puisse participer et qu'au final le joueur qui shoot, c'est le joueur qui avait la meilleure position pour shooter. Donc Ouais, mais si forcément, t'as pas les joueurs pour. non, je pense pas que c'est une question est-ce que tu as les joueurs pour. C'est faut que les joueurs ils rentrent dans le truc et qu'ils acceptent de le jouer. On a vu par exemple avec les Knicks, avec Melo, je pense pas que c'est qu'ils avaient pas les joueurs pour, c'est juste que les joueurs ils étaient réticents à jouer dans le triangle parce que déjà ils avaient du mal, ils le comprenaient pas et que voilà. Je pense que le problème des Lakers, enfin le problème entre guillemets, et faut être honnête, c'est que Kobe c'est un joueur dominant. C'est un joueur dominant et qui veut être qui veut être le joueur décisif. C'est aussi simple que ça. Donc forcément, intégrer des joueurs dans ce collectif-là, si t'as pas la validation de Kobe, tu joueras pas et tu shooteras pas. Et tous, ils te le disent. Ils te disent, à tel, tu vois, genre, que ce soit Artest, que ce soit Lamar Odom, que ce soit Pogazol. Bon, Pogazol, dès le début, Kobe, il était bien avec lui. Mais Artest, il te dit, ouais, quand j'ai fait ça, je sais que Kobe, il avait accepté plus ou moins qui j'étais. Parce qu'il m'a donné le shoot de la victoire, ou, tu vois. Et quand tu t'entends Ariza parler, tu vois, ils te disent tous, en fait, il faut qu'on ait la validation de Kobe. Mais par ça, ouais, il faut que tu lui montres si t'es de la même trempe. Tout Ouais, comme ben, Jordan a fait avec Pippen, mais il a eu j'ai la j'ai pas validation, de c'est pour souci, ça. c'est un style différent. Mais quand tu me poses la question, est-ce que c'est pas plus facile pour les gars? Bah oui, c'est plus facile d'arriver avec dans une équipe où le leader, c'est lui qui te met à l'aise et qui fait en sorte que
tu réussisses plutôt que d'arriver dans une équipe où tu dois déjà prouver au leader que tu es digne de jouer avec lui. C'est un peu ça, Kobe. Il faut lui montrer que tu es digne de jouer avec lui. Que, en gros, que t'es pas un bon à rien et que tu vas pas tout gâcher, quoi. Ouais, mais si on prend Ça cette, met une pression supplémentaire si, quand ouais, même. mais t'es aux Lakers, si tu prends cette mentalité, regarde Magic, il l'a dit dans un des podcasts, je te fais la passe, tu rates, je te la refais plus. C'est une mentalité, c'est un style, t'es à LA, tu peux pas te permettre de, moi, c'est Ah, comme mais dans ce ça. cas-là, faut pas se plaindre quand les gens ils font autrement là-bas et ils ont plus de succès. Mais de toute façon, à part les Spurs, qui a pu répliquer, Détroit? Ah, mon gars, je suis prêt. comment ça, Détroit? Bah, Détroit, c'était quoi leur style? Style collectif. On t'intègre dans le collectif, tu viens, t'es bon, tu joues. Rachid Wallace, il est venu à mi-saison, il avait joué, il a joué, ils ont gagné. Cacal, ils ont fait quoi? Ils ont fait un titre. Là, tu me Et parles. ils ont fait fait un titre. bah, Après, déjà, ils ont fait un titre contre vous, déjà, contre Shaq et Karl Malone et Kobe et Gary Payton mais et qui tu regarde, veux. on sait très bien que c'est parce qu'il y a eu ce truc entre Shaq et Kobe qui fait que c'est Ok. eux-mêmes, ils ont vu le truc différemment. Ils- Mais de toi-même, tu sais très bien que si ils étaient un petit peu plus matures, les deux, entre la passation de pouvoir entre Kobe et Shaq, et Mais si c'est- Kobe était un petit peu plus malin, on en aurait revient à ce que attendu tu son dis. temps. On en revient à ce que tu dis. C'est une question de quel type d'équipe je veux être. Est-ce que je veux être une équipe avec de la stabilité ou est-ce que je veux être une équipe où on règne par la tension, par le conflit, etc. Et à partir du moment où les Lakers, ils ont choisi ça et c'est leur problème. Je peux pas dire si, si, si. Derrière, Détroit, ils ont gagné. Ils sont venus avec une équipe, avec une bonne cohésion d'équipe. Il y avait, entre guillemets, un leader qui est John C. Billups, mais il n'était pas non plus au-dessus de ouf par rapport aux autres. Et c'est le collectif qui a fait gagner. C'est le collectif qui a fait qu'ils sont retournés en finale derrière contre San Antonio. Et même, tu veux oublier l'espérance, tu veux oublier Détroit, on peut le dire, l'équipe de Nowitzki qui gagne en 2011. C'est un beau collectif, avec des bons C'est joueurs clair. vétérans. Non, c'est clair, c'est clair. Non, après, je te dis ça, mais je suis en partie d'accord avec toi. Maintenant, c'est clair que ça devient compliqué, mais au final, en disant tout ça, là, il faut commencer à répondre à la question un petit peu. Parce que on est là, on débat, on sait pas trop, mais au bout d'un moment, il faut se mouiller un petit peu. Donc, au final, le boss, le GOAT de Eh, ces Jean, années 2000. moi, j'ai envie de te dire, c'est à toutes les personnes qui vont écouter l'émission Oh, ça y est, vas-y. voilà, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de nous dire, vous en pensez quoi. Nous, on pourra faire un truc derrière et vous dire, nous, derrière notre avis final, mais vous, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est qui le GOAT de cette période, de cette génération? De cette génération en particulier, parce que pour le coup, on va préciser, on parle de Kobe, on parle de Shaq, on parle de Kevin Garnett, on parle de tous ces gars-là, Dirk Nowitzki aussi. On va dire la génération de début 2000, fin des années 2010, enfin, en fait, début des années 2010, c'est qui le GOAT pour vous? Ne me dites pas LeBron James parce que, ok, il joue depuis longtemps, Si, mais si vous voulez le dire, il faut le dire. non, mais il a gagné 0 titre. Enfin, il a gagné un titre sur la période, quoi. Il avait gagné, même pas, il est sur la période Duncan, il a gagné combien de titres, LeBron? Son règne global. Non, bah après, non, après, si vous voulez dire LeBron, non, LeBron, excusez-moi. Si vous voulez dire LeBron, vous pouvez dire LeBron, mais en vrai, le débat, c'est plus avec les gars, vraiment les gars de la génération de Tim Duncan, pour le coup. Mais vas-y, si tu as un avis, toi, dis-moi. Toi, je sais c'est quoi ton avis, de toute façon. Moi, je le dis, c'est Stoud. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est Snood. Vas-y, t'es fatigué, toi. Ramène-lui un café. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est Snood. Vas-y, toi. Non. Mais vraiment, ça nous intéresse d'avoir vos avis à vous, de savoir ce que vous pensez. Est-ce que Duncan, c'est pas lui le GOAT de sa génération, le GOAT des années 2000, on va dire. On vous a donné les arguments. Si vous ne croyez pas, bah, allez faire vos recherches. Hein. C'est très simple aujourd'hui avec Internet. Maintenant, à vous de donner vos avis. Hein. Chacun a son avis. De toute façon, c'est assez subjectif. Il n'y a pas de trophée de GOAT des années 2000. Donc voilà. Mais ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et, Ouais, de toute façon, on l'a pas dit parce qu'on était en plein dans notre truc, comme d'habitude, les gars. Likez, partagez, donnez votre avis. C'était la chronique, l'épisode 6, comme je l'ai dit, ou déjà foot qu'on a, c'est ici que ça se passe. Donc, faites-vous kiffer. Et Black dit, t'as une dernière chose à dire en tant que mec des Lakers? Vas-y, commence pas, toi. Bonne défaite. Sincèrement, sortez rapidement parce que déjà, juste toi, comment tu me casses la tête, j'imagine même pas si vous passez le premier tour, ce que les autres ils vont faire là. Donc non, sortez rapidement et que Tony Edwards il fasse la même chose à LeBron que ce qu'il a fait à KD la saison dernière. Le bouc fera le taf. En tout cas, c'était le Général J. Merci les gars avec mon gars Black.